23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le forum sur la révolution verte en Afrique se poursuit. En ce deuxième jour, les travaux ont porté sur l'autonomisation de la femme par le secteur agricole. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a partagé avec les experts quelques pistes de solutions. C'est la fin de plusieurs années de souffrance pour les populations de Koyekro, village situé dans le département de Tiasalé. Le village est désormais doté d'un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes. Et puis grosse déception ce mardi après-midi au stade de la Paix à Boaké. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face aux panthères du Gabon 2-1 pour les Gabonais dans le cadre donc de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Bienvenue dans ce journal. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères. À l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 7 au 8 septembre 2017 à la tête d'une importante délégation ministérielle et de hauts fonctionnaires libériens. Au cours de son séjour, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf aura des entretiens en tête-à-tête avec son Excellence M. Alassane Ouattara et rencontrera la communauté libérienne résidant en Côte d'Ivoire. Cette visite de son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf contribuera au renforcement des excellentes relations existant entre nos deux pays et à leur diversification à de nouveaux secteurs de coopération. Les populations ivoiriennes sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Je vous le disais tantôt, le forum sur la révolution verte en Afrique se poursuit. En ce deuxième jour, les travaux ont porté entre autres sur l'autonomisation de la femme par le secteur agricole. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a partagé avec les experts quelques pistes de solutions. On en parle avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Et si la révolution verte en Afrique passait par les femmes? La question a tout son sens quand on sait la place prépondérante de la gente féminine dans le tissu agricole sur le continent. Un exemple édifiant, celui de la Côte d'Ivoire. Les femmes, en tout cas pour ce qui nous concerne, notamment pour la production vivrière, dominent à près de 90% de la production. Et elles sont impliquées dans le cas de la Côte d'Ivoire dans la commercialisation, qu'elles dominent à 100%. Sur le continent, les femmes représentent 52% de la population agricole. Reste que ces bras valides ne tirent pas pleinement profit de leur labeur. Alors il faut créer les conditions de l'autonomisation des femmes via le secteur agricole. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est de cet avis. La problématique du passage de l'agriculture à l'agribusiness, qui implique d'aller au-delà de la simple production agricole pour maîtriser les étapes clés de la transformation, de la conservation et de la commercialisation, demeure à ce jour une question ardue au cœur de notre politique d'industrialisation dans son ensemble, dans tous les secteurs agricoles identifiés, que ce soit notamment le cacao ou l'anacarde, en passant par le coton ou les produits vivriers. Les femmes peuvent certainement jouer un rôle très important en s'engageant individuellement ou collectivement à petite ou grande échelle dans des productions à valeur ajoutée, dans des niches qu'elles sont seules, souvent à même de découvrir et d'exploiter. L'autonomisation des femmes via l'agriculture, un dossier soumis aux experts présents au Forum sur la révolution verte en Afrique pour observation. Ils devront trouver des solutions aux obstacles clés que sont le faible accès des femmes à la propriété foncière ainsi qu'au financement. Voilà, les femmes très actives, surtout dans le secteur de la riziculture, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Près de 55% des riziculteurs sont des femmes, ce malgré le dur labeur dans les bas-fonds. Eh bien, notre reporter Cheikh Koné est allé à la rencontre de l'une d'entre elles. Regardez ce reportage. Nous sommes dans la plaine rizicole de Mbayakro,
à 316 km au nord d'Abidjan. Il est 14 heures. Sous un soleil de plomb, Joséphine Amoué-Yao désherbe son champ de riz. Cette activité, elle la mène depuis 2 ans et semble en être fière. J'ai choisi de faire ce travail parce que je vois que dans ce travail, on gagne plus. Joséphine a 49 ans. Elle est mère célibataire avec 8 enfants. La culture du riz est pour elle un moyen d'assurer son autonomie financière et sociale. On peut avoir beaucoup d'argent, vraiment, dans ce travail. Le commerce, c'est bon, mais j'ai choisi de faire le riz, puisque je vois que dans le riz, on peut gagner l'argent pour s'occuper des enfants. La parcelle de Joséphine est composée de 2 casiers de 0,6 hectares. Elle produit la variété de riz Nérica améliorée. Elle réalise 3 tonnes. Joséphine effectue 2 récoltes, soit 2 cycles de 4 mois, en fonction de la variété de riz produit. Grâce à ces 2 récoltes, Joséphine empoche annuellement un revenu brut de 1 050 000 francs CFA. Une performance qui lui vaut d'être désignée leader de pool des femmes de son village. Moi, Joséphine, elle est rentrée volontairement. Ici, on fait une demande. Chacun est libre de faire sa demande. Elle a fait sa demande et elle a répondu vraiment à nos critères et elle a été retenue. Et aujourd'hui, ça lui permet d'assurer vraiment, de subvenir à ses besoins. Ça suit son autonomie. Elle scolarise ses enfants. Il faut dire qu'au niveau de la riziculture, ici, c'est le milieu le plus suivi. Parce que vous avez mis votre riz en place, il y a l'eau, il y a tout. Donc c'est sûr que vous sortirez d'ici avec quelque chose. On a à peu près 35% des femmes, mais toutes les femmes sont intéressées. Et je vous assure que c'est les femmes qui représentent notre moteur ici. La riziculture est un secteur efficace de lutte contre la pauvreté et la faim en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Plus de 3 millions de personnes en dépendent, dont 1 650 000 femmes. Si l'autonomisation des femmes dans cette filière est un bel exemple, il n'en demeure pas moins que la filière a besoin de plus de financement pour accroître les exemples de Joséphine. Et le reportage de Cheikh Koné était commenté par Adama Koné. On parle agriculture toujours sur la faveur du forum sur la révolution verte qui se tient ici même à Abidjan en ce moment. Eh bien, la question de la qualité des semences, une des questions également évoquées à cette rencontre, et on en parle avec Noël Niagnou. L'agriculture, au commencement, était la semence, la raison. Les semences, c'est la matière la plus importante au niveau de l'agriculture. C'est tout ce qui est utilisé pour ensemencer. Si on n'a pas de la semence, on ne peut pas faire la plantation. D'abord, son existence, faire la plantation, et elle reprend 80% de toute l'activité elle-même. Ça fait 40%, comme on le dit, de la productivité. Le constat en Afrique, à peine 10% des terres emblavées le sont avec des semences de qualité, uniquement pour les cultures de rente, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Autre donnée connue, le volume des besoins en semences, souligné ici par Dibo Bagna, président du réseau des organisations de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'1 million ou voire 1,5 million de tonnes de semences, tous secteurs confondus. Comme on le voit, le fertilisant du développement de l'agriculture productive en Afrique est connu. Le volume à injecter aussi. Reste maintenant à mettre en place l'industrie sémencière pour réconcilier l'offre et la demande de semences de qualité pour une agriculture davantage performante. Avec elle, le développement de la chaîne des valeurs et les emplois du secteur. La recherche, sous-emploi. Les producteurs de semences, sous-emploi. Les agriculteurs multiplicateurs, c'est sous-emploi. Le traitement de la semence, c'est sous-emploi. La conservation de la semence, c'est sous-emploi. Le transport de la semence, c'est sous-emploi. Aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures pérennes. Il faudrait que dans cette industrie semencière, le commencement, c'est par la recherche avec les collections. La collection vous permet d'avoir la matière première, les ressources génétiques qui sont dans ces espaces-là. Donc, financer d'abord la collection, les prospections, l'entretien et le travail d'amélioration. Quand nous avons créé la variété, cette variété n'est pas encore chez les entrepreneurs agricoles. Il faut maintenant produire la semence. Là également, cela demande l'apport d'un investissement
l'investissement dans la production de semences proprement dites pour que la variété, les progrès génétiques réalisés par la recherche soient à la disposition des bénéficiaires que sont les entrepreneurs agricoles et les consommateurs à la fin de la chaîne. Au-delà de la création d'emplois directs et indirects, la semence de qualité résout le problème de la pression foncière. Où vous faites 250 kg à l'hectare, si avec des variétés améliorées comme sur le coton, vous faites 1 tonne et plus, vous aurez plus de revenus. L'État de Côte d'Ivoire aura plus de matières premières à exporter. Donc les recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire seront améliorées. Pour ce qui est des productions vivrières, aujourd'hui nous avons des pépiniéristes de bananiers plantains qui peuvent produire à contre-saison. Donc là aussi, vous avez la sécurité alimentaire qui est assurée avec des semences améliorées. Enfin, avec les semences améliorées, vous passez par exemple de 250 kg à l'hectare à 1 tonne à l'hectare. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir 4 hectares pour avoir 1 tonne, il vous faut 1 hectare pour faire 1 tonne. Vous gagnez 3 hectares. Ces 3 hectares peuvent vous servir à quoi? À faire de la diversification ou bien à gérer le patrimoine foncier. Donc, il y a la préservation de l'environnement qu'il y a derrière cela. Ces avantages comparatifs ont certainement motivé la création ici à Abidjan en 1998 du réseau des sémenciers africains par 40 pays. 16 ans après, en 2014, experts de la Banque africaine de développement, de la FAO, décideurs politiques ivoiriens ont revisité ce champ sémencier qui a suscité beaucoup d'espoir. Résultat, les semences mises en terre sur les bords de la lagune Brié n'ont pas prospéré. Pourquoi? En attendant d'apporter les réponses objectives à cette interrogation, il faut souhaiter que le Forum sur la Révolution verte soit une opportunité pour faire germer le plan de développement sémencier africain, une autre graine sélectionnée à Abidjan en 2014. Et pour être complet sur le sujet, notez que la cérémonie officielle d'ouverture de ce 7e forum sur la Révolution verte aura lieu demain, mercredi. Ce sera sur le coup de 10 h. 5 chefs d'État sont attendus à cette cérémonie, aux côtés donc du président Alassane Ouattara, ses homologues ghanéens, guinéens, libériens et togolais. Notez également que les travaux se poursuivent jusqu'au 8 septembre prochain. On change complètement de sujet à présent. C'est la fin de plusieurs années de souffrance pour les populations de Koyekro, village situé dans le département de Tiasalé. Eh bien, ce village est désormais doté de châteaux d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes. On en parle avec Francis Boifo. Chaque jour, les femmes de Koyekro, dans le département de Tiasalé, parcourent plus d'1 kilomètre à la recherche de l'eau. Une fois au bord de la seule rivière du village, elles se déchaussent pour éviter de polluer davantage cette source d'eau. L'eau est sale, mais on fait comment? Il n'y a pas l'eau pour boire, donc on est obligé de venir puiser l'eau ici. Des fois, quand tu pises là, il y a des bêtes là dedans, donc ça a filtré. Il y a des fois même on prépare, même on chauffe. Avant que les choses là vont mourir, puis on a filtré pour boire. Avec nos enfants, des fois, quand tu pises pour aller donner les enfants, quand ils boivent là, ils tombent malades, donc tout ça là, on est fatigué. Il y a un seul pompe, on est nombreux. Pompe là, ça ne suffit pas. C'est à cause de ça on vient puiser l'eau ici. De l'eau potable pour tous. Voilà qui a conduit la mutuelle d'action positive de Koyekro à solliciter et obtenir des autorités ivoiriennes la construction d'un château d'eau. L'ouvrage d'une capacité de 50 mètres cubes avec une possible extension sur 13 km a été construit par l'ONEP à travers le projet Banque nationale d'investissement BNI. Il a été inauguré par l'émissaire du gouvernement, le ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour le président de la mutuelle d'action positive de Koyekro, Assalé Tiemoko, le château d'eau qui porte le nom de la première dame va soulager plus de 15 000 personnes. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu ne peux réaliser en zone rurale que s'il y a des cadres qui décident de se mettre au service de leurs parents en portant aux décideurs les besoins de ces derniers. Profitant de cette fête de l'eau potable à Koyekro, le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu à faire cette déclaration au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministère des Infrastructures économiques a un plan, eau pour tous, qui permettra dans les 2 années à venir de réparer toutes les pompes villageoises, d'équiper
les pompes villageoises défaillantes, d'en créer d'autres et également de construire des châteaux d'eau pour toutes les populations de plus de 10 000 habitants, pour toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Invitée d'honneur à cette cérémonie à Koyekro, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a encore fait parler son cœur. La première dame qui encourage toute action de développement socio-culturel dans notre pays nous envoie vous offrir tous ces dons. Une moto bagage, une broyeuse, 20 machines à coudre, 100 pulvérisateurs, 200 arrosoirs, 200 machettes et 200 limes, le tout d'une valeur de 6 195 000 francs CFA. Aussi a-t-elle déjà fait parler son cœur en offrant à Koyekro en 2015 une ambulance de type 4x4, toute équipée d'une valeur de 45 millions de francs CFA. 2 tricycles pour la mutuelle d'action positive de Koyekro. Et surtout, en permettant l'inscription de Koyekro pour le trophée qui porte son prestigieux nom, Dominique Ouattara. Les populations de Koyekro se disent comblées par cette action de la première dame qui va leur permettre de se prendre en charge. On évoque à présent l'exercice amphibie qui se déroule en ce moment sur les côtes ivoiriennes. Les forces armées de Côte d'Ivoire, aux côtés des forces françaises et de l'équipage du bâtiment de projection et de commandement français, effectuent depuis hier un entraînement conjoint sur les côtes ivoiriennes. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre ce reportage de Mamadou Kwasi. La France lance dans les eaux ivoiriennes l'exercice amphibie Puma. Un exercice qui consistera à mettre en œuvre des capacités d'assaut amphibie du BPC, bâtiment de projection et de commandement. Cet exercice va se dérouler dans la région de San Pedro. Il est conduit par l'armée française avec des bâtiments des marines ivoiriennes et françaises pour mutualiser le savoir-faire technique des deux armées dans le domaine de projection de troupes. Plusieurs aspects seront pris en compte, notamment le type de terrain, l'approche par la mer, le déploiement, puis la sécurisation des zones. C'est dans le cadre de la coopération et de l'assistance militaire opérationnelle, travailler ensemble pour se préparer pour notre coordination opérationnelle et l'amélioration de nos capacités respectives. Ce scénario fictif permettra pour la première fois le déploiement d'un détachement de fusiliers marins depuis un BPC, bâtiment de projection et de commandement. Une initiative saluée par le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, venu s'imprégner du déroulement de la phase de lancement. Aujourd'hui, avec toutes les menaces que nous connaissons dans notre sous-région, il est bon que de temps en temps, les différents se mettent ensemble, tous les moyens matériels et humains. Je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est la bonne coordination qu'il doit avoir dans ce type d'opération entre une opération aquatique et une opération terrestre. Pour cette manœuvre, la Côte d'Ivoire va engager 2 patrouilleurs et des navettes des unités commando de sa marine. Notez pour poursuivre qu'aujourd'hui, mardi 5 septembre, c'est le 2e jour des inscriptions au CEP1 et à la maternelle. Le processus a démarré hier et se poursuit. Les parents d'élèves ont donc jusqu'au vendredi 8 septembre pour inscrire leurs enfants. Vous le verrez en image, décédé le 27 août dernier à Malaga, en Espagne, la dépouille mortelle du ministre, du ministre Dagobert Banzio, est arrivée cet après-midi à Abidjan. Plusieurs présidents d'institutions, des membres du gouvernement avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, des présidents de partis politiques, des présidents de conseils généraux, des maires ainsi que des membres du bureau politique du PDCI-RDA. Avec eux, des militants du PDCI-RDA présents à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ils sont allés témoigner leur compassion et leur soutien à la famille de l'ex-ministre Dagobert Banzio, anciennement président du conseil régional du Cavali et vice-président du PDCI-RDA. Notez qu'après la prière des guides religieux, la dépouille a été transportée à Ivosep, dans la commune de Trècheville, avant donc l'établissement du programme définitif des obsèques. On ouvre ainsi la page politique de ce journal. Notez que le secrétaire général par intérim du Rassemblement
des Républicains, Amadou Soumaoro, a échangé avec les membres du Cercle du Libéral de Côte d'Ivoire. C'est une structure de réflexion, d'échange et de promotion de la démocratie qui réunit des cadres du RDR. Il a été question pendant cet échange du 3e congrès du parti et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Le Cercle libéral de Côte d'Ivoire, structure de réflexion et de promotion de la démocratie qui regroupe des cadres du RDR, reçoit le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains à la tête d'une forte délégation de la haute direction du parti pour des échanges qui ont essentiellement porté sur la vie de leur parti, les enjeux du congrès à venir et les perspectives au niveau du RHDP. C'était des échanges profonds, comme on a dit, sur des valeurs de rassemblement des libéraux et des républicains pour un congrès. Et ce congrès, par rapport aux enjeux du congrès, qui était le rassemblement, un RDR nouveau. Et dans le nouveau du RDR, il y a toute une approche qui a été déclinée qui nous convient totalement. Amadou Soumaoro a salué l'initiative du Cercle libéral de Côte d'Ivoire, puis a appelé à la mobilisation et au rassemblement de tous les libéraux autour du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à être rassemblés autour du président de la République. Nous sommes aussi condamnés à donner ce message fort aux Ivoiriens que notre courant de pensée est capable de rassembler les Ivoiriens. Et la contribution du cercle libéral est très, très féconde. Et nous sommes séparés avec la conviction partagée que nous devions nous donner la main pour participer au renforcement de cette grande famille libérale qu'est le Rassemblement des Républicains. Le Cercle libéral de Côte d'Ivoire entend donc poursuivre sa mission de conseil. Il est constitué d'hommes et de femmes qui sont les surveillants de la doctrine du RDR. Et toujours dans le cadre des préparatifs du 3e congrès du RDR, la région de la Bagoué se mobilise. Les militants de la région veulent en tout cas prendre une part active à l'événement. C'est ce que nous rapporte Charles Tatou. Les cadres de la région de la Bagoué réactivent la flamme militante de leur formation politique. Nous sommes au stade municipal de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Ce meeting traduit bien cette action marquant les préparatifs du Congrès national du Rassemblement des Républicains. Occasion donc pour Mariatou Koné, cadre du RDR de la région de la Bagoué, de revenir sur toutes les actions de développement menées par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du pays, surtout au profit du bien-être et du vivre ensemble des Ivoiriens, avant d'exhorter les populations à faire bloc autour de lui en soutenant ses actions. Chères militantes et chers militants, le prochain congrès du Rassemblement des Républicains doit consacrer l'adhésion de tous au projet de société et aux actions du président Alassane Ouattara. Il s'agira de rassembler non seulement les militants du RDR, mais aussi de parvenir à convaincre l'ensemble des Ivoiriens pour constituer cette force qui sera le socle des actions de développement menées pour le bien-être de tous. La direction du RDR a réaffirmé sa reconnaissance à ses leaders de base issus des 3 départements de la Bagoué. Elle a fait envoyer par Mariatou Koné des médailles de distinction pour décorer 140 d'entre eux dont les actions militantes sont avérées. Des médailles de distinction, dont 123 au grade de chevalier, 19 au grade d'officier et 3 au grade de commandeur dans l'ordre du mérite républicain. Des danses du terroir ont donné une note de gaieté au meeting. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Ovaï, en visite au Zoo national d'Abidjan, également au jardin botanique de Bingerville, visite pour s'imprégner des réalités de ces structures sous sa tutelle. C'est ce que nous rapportent Godefroy Okambawa et Ami Sissoko, qui étaient donc de la visite. Faire en sorte que le jardin botanique de Bingerville et le zoo national d'Abidjan soient plus attractifs. C'est l'ambition du nouveau ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Ovaï, qui vient d'effectuer une visite sur ces 2 espaces écologiques. Une visite qui a permis également au ministre de constater les difficultés que rencontrent les travailleurs de ces 2 structures. Le zoo d'Abidjan doit être réhabilité en urgence. Il y a des choses à faire.
augmenter le nombre d'animaux, peut-être la diversité animale qu'on trouve. Mais déjà des efforts considérables ont été faits depuis 2011 ici, donc pour amener le zoo à un niveau, je dirais, acceptable. Mais il y a du travail à faire. Symbole de son engagement à faire de la biodiversité l'affaire de tous, Alain Richard Donvaï a procédé à un planting d'arbres au jardin botanique. Une visite qui lui a permis d'échanger également avec des enfants venus visiter le zoo national, qui constitue pour eux un haut lieu de savoir sur la biodiversité animale. On reste avec le tout petit, cette fois à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les élèves et écoliers de cette ville peuvent se targuer en tout cas d'avoir passé des vacances saines et instructives. Les enfants ont participé à des activités initiées par la Fondation Coblé, musique, chant, danse, peinture, le tout autour de la lutte contre la vente illicite des terres. Les explications de Eve Boué. Paroles fortes basées sur la thématique de la lutte contre la vente illicite des terres, un fléau à la base des conflits fonciers très récurrents dans la région du Tonkoué. C'est donc autour de ce thème que la Fondation Coblé des Mandés du Sud a entretenu une cinquantaine d'enfants pendant une semaine. À travers la peinture, la chanson, la danse, l'initiation aux instruments de musique. Un atelier de vacances récréatif et instructif pour participants et participantes. C'est la musique que je voulais apprendre. C'est ça qu'on est venu faire. C'était bon, c'était plutôt bon. Pour les initiateurs, il faut dès le bas âge inculquer aux enfants des valeurs de protection des terres pour assurer la relève. Si nos aïeux avaient vendu la terre, est-ce que nous en aurions eu à notre tour? En choisissant ce thème-là, nous ferons en sorte à sensibiliser les plus jeunes. Partant de là, en grandissant, s'ils mûrissent l'idée, demain, c'est eux qui seront un peu les artisans, je ne dirais pas les prophètes, mais les artisans, pour sensibiliser encore davantage les gens sur les menaces, sur les conséquences désastreuses des ventes des terres. Cet atelier de vacances est une première pour la Fondation Coblé. Les autorités administratives, les élus et les parents venus prendre part aux cérémonies de vernissage des travaux de peinture et d'initiation au maniement des instruments de musique apprécient cette belle initiative. Ils ont même promis soutenir la Fondation pour les prochaines éditions afin qu'un plus grand nombre d'enfants y prennent part. La Fondation Benyan, elle, continue de soutenir les étudiants. Elle continue donc d'offrir aux étudiants ivoiriens l'opportunité de poursuivre leurs études à l'étranger. La Fondation vient d'offrir des bourses d'études à plusieurs étudiants. Chris Demandé et Franck Quadio. Le sentiment du travail bien fait et le sourire qui va avec, ces 9 étudiants sont les meilleurs de la sélection de la Fondation Benyan International. Ils sont destinés à poursuivre leurs études dans des universités européennes et américaines, des attestations de bourse en guise de récompense au cours de ces Excellences Awards 2017. Nous sommes plus qu'heureux de recevoir ces distinctions. Et en même temps, je crois que ces distinctions nous engagent pleinement à vraiment nous investir dans le développement de notre continent. Je pense qu'il est bien que ce sujet donc, de quête d'excellence soit au cœur de nos activités. L'idée de l'initiateur, la Fondation Benyan International, faire de ses étudiants les élites de demain. La Fondation Benyan promeut l'excellence et pour faire cette promotion, elle mobilise des fonds et avec les fonds mobilisés, elle octroie des bourses à des étudiants à fort potentiel pour leur permettre d'aller poursuivre leurs études dans les meilleures écoles dans le monde. Bénéficiaire d'une bourse aujourd'hui, de quoi inspirer d'autres jeunes, mais cela obéit à certains critères, entre autres être titulaire au minimum d'un bac à +3. Nous avons d'abord, n'est-ce pas, donc, la performance académique du candidat, son projet d'études, la pertinence de ce projet, sa cohérence, l'intérêt que présente le projet d'études pour la Côte d'Ivoire, la notoriété de l'établissement qui l'accueille pour faire ses études.
20 ans de parcours, la Fondation Bénin International entend multiplier les partenariats pour donner plus de chances aux potentiels candidats à la bourse étrangère. Grosse déception ce mardi après-midi au stade de la Paix à Bouaké. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face aux Panthères du Gabon 2-1. Pour les Gabonais, un match qui s'inscrit, vous le savez certainement, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Arsène Kouassi et Samuel Metch. Après son succès au match aller, la Côte d'Ivoire déjoue sur ses propres installations face à une équipe revancharde des Panthères du Gabon. Au coup d'envoi, les éléphants semblent prendre le contrôle du match, mais se font surprendre après 20 minutes de jeu par Axel Ndong, qui ouvre la voie du succès pour le Gabon. Décomplexés, les Panthères doublent la mise à la demi-heure de jeu sur un chef-d'œuvre de Mario Lemina. La réduction du score arrive au retour des vestiaires par Maxwell Cornet. La suite du match est à sens unique en faveur des éléphants, mais le score n'évoluera plus. 2-1, la Côte d'Ivoire réalise une mauvaise opération. Voilà, une mauvaise opération, vous l'avez dit, Samuel Metch, défaite donc de la Côte d'Ivoire face au Gabon sur un score de 2-1, mais les éléphants gardent toujours la première place dans leur poule, vu que le Mali, cet après-midi, a fait un match nul avec le Maroc sur un score donc de 0-0. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la mise en place de nouveaux dispositifs sécuritaires dans la capitale, Ouagadougou, visée par une attaque terroriste le 13 août dernier, attaque qui a fait 19 morts et 21 blessés. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, annonce que la zone attaquée est investie par les forces de l'ordre qui effectuent donc des patrouilles et des contrôles réguliers dans la dite zone. L'ONU réclame une enquête internationale indépendante sur le conflit au Yémen alors que le pays sombre dans le chaos depuis l'entrée en guerre en 2015. Plus de 5000 civils ont été tués, dont 1184 enfants. Plusieurs millions de personnes sont menacées par la famine et le choléra a fait son apparition ces derniers mois dans le pays. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande justice pour les victimes et appelle à la fin de l'impunité dans le conflit qui frappe donc ce pays. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, même heure.